cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, merci d'être au rendez-vous, c'est rendez-vous à la 12e émission de la 2e saison. Nous sommes bel et bien présents pour pouvoir discuter avec vous, partager avec vous, mais surtout nous donner les voies et les moyens de croire encore en notre pays et de l'aider davantage. Nous devons l'aider par la vérité, nous devons l'aider par les infos, par les analyses, nous devons l'aider par notre esprit patriotique parce que nous n'avons que ce pays, il n'en a pas deux. Il y a quelques jours à l'hôtel du fleuve, l'hôtel Kempinski, le Premier ministre Bruno Tshibala venait de lancer les travaux d'une conférence sur le climat des affaires. Et à cette conférence, à cette tribune, étaient conviés l'ensemble des ministres travaillant dans les secteurs, mais aussi et surtout l'administration ayant un rapport avec les affaires et aussi la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, qui était représentée par son premier vice-président. À cette réunion, des choses graves ont été dites. Les propos du Premier ministre ont été eux-mêmes assez surprenants. Le Premier ministre a dit, et je le reprends dans mes propres mots, il a dit, en ce qui concerne les climats des affaires, tout a déjà été dit. Il n'y a presque plus rien à dire. Seulement, et ça c'est le Premier ministre qui l'a dit, quand tout est dit, on oublie tout. Même par ceux-là qui l'ont dit. Ce sont des propos très forts. Le chef du gouvernement l'a dit. Et ça signifie en réalité qu'au niveau de la vision, nous pouvons l'avoir, mais ce n'est pas suivi de l'action. Aujourd'hui, nous avons donc une économie qui est en crise. On ne va pas le répéter. Les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Il y a certes une stabilisation au niveau du taux d'échange, mais à quel prix et pour combien de temps? C'est des questions que vous vous posez et nous devons d'y répondre. Pas parce que nous avons les réponses, mais nous avons peut-être les informations qui viennent de nos questions. Nous interrogeons beaucoup de personnes. Nous allons ensemble examiner cette question du climat des affaires et de voir quelles sont ses implications dans l'espace national au regard de la crise politico-économico-financière qui est dans notre pays. Nous allons y discuter de cela avec les différents éditorialistes, parce que vous me demandez souvent qui sont-ils? Ce sont des éditorialistes. Ça signifie des personnes qui analysent la situation du pays et qui peuvent élaborer des valeurs autour des faits sociaux qu'ils vivent dans le pays. Merci donc d'être là et je les salue en votre nom. Freddy qui nous revient d'Abidjan avec la dernière parution de la revue Renaissance, Nostalgie de l'Arc de Berlin, exigence du respect de l'accord politique ou la masque et l'ingérence occidentale en RDC. Vous voyez, c'est un numéro avec les couleurs des Nations Unies, couleurs de liberté et de détermination. Il y a aussi, je le salue, donc Jérôme Sekana, qui de plus en plus fait son chemin comme éditeur. Il a venu d'imprimer ce matin le Bonne Gouvernance. Évidemment, il est dans le front social, la tragédie dans les hôpitaux. Vous êtes au courant de tout cela. Évidemment, vous avez Géopolis qui a publié sur prochaine édition, je crois, l'avant-hier. Bruno Tshibala y croit comme dit comme faire. Amélioration du climat des affaires. Vous avez l'avenir, évidemment, qui a publié sur les élections des gouverneurs au sud Kivu.
Mais vous avez aussi, celui que je salue aussi, notre confrère José Nawej, qui revient sur les climats des affaires évidemment, mais aussi et surtout Kananga, où nous sommes en train d'aller progressivement vers le calendrier électoral. Donc je salue donc José, je salue aussi John Ngomba qui est à ma gauche, et je salue l'éditeur de la Colombe. Il ne nous amène pas les journaux, hein. Bon, les jours où il va nous l'amener, nous allons le voir sur le plateau. Peut-être que c'est un journal qui est pris par la Colombe, hein. Ça va loin. Diana Joachim, je les taquine un peu. Bonjour Diana. Bonjour. Voilà, et puis Bruno Bolisson qui est avec nous. Voilà l'aéropage des éditorialistes. Vous commencez à vous habituer, il faut s'habituer aussi à écouter les mêmes personnes, même s'ils ne disent pas la même chose tout le temps. Alors, nous allons commencer de manière méthodique, nous allons faire recours à l'expert de cet espace sur les questions économiques, c'est Jérôme Sekana. Jérôme va nous brosser en quelques mots l'état de la question du climat des affaires. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quand on parle climat des affaires, peut-être que c'est l'occasion aussi de vulgariser certains concepts. C'est quoi? Et puis, quel est l'état de cette question-là dans notre pays? Jérôme. Merci William, merci aimables téléspectateurs. Le climat des affaires, je peux donner une définition terre à terre, c'est le thermomètre qui permet aux investisseurs de savoir si la situation est bonne ou mauvaise dans un pays. Et il y a des paramètres qui sont disponibles et des évaluations qui sont faites par plusieurs structures. Vous avez la Banque mondiale avec les Doing Business, vous avez les Fonds monétaires internationaux, vous avez le Forum international de Davos. Mais je voudrais vous donner quelques repères pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce que les investisseurs ont besoin d'aller là où c'est calme, là où il y a la justice, là où il y a le climat politique serein, là où il y a la société, donc elle est dans la quiétude. Alors, parce que l'argent a peur des bruits des bottes, il faut nécessairement qu'il y ait des paramètres qu'on doit observer et qu'on peut apprécier et qui sont opposables à tous, qu'on peut mettre sur la table pour dire que ce pays-là respecte le climat des affaires. C'est ainsi que vous avez, par exemple, je vais vous énumérer rapidement sans toutefois aller dans les détails, la facilité de faire les affaires. On peut créer une entreprise dans combien de temps? Si dans votre pays, vous créez l'entreprise en 40 jours, alors que sous d'autres cieux, en 48 heures, comme à Singapour, vous avez tous les papiers, donc vous êtes en retard, les investisseurs ne vont pas venir. Création d'entreprise, l'octroi des permis de construire, les transferts des propriétés, l'obtention des prêts, la protection des investissements, le paiement des impôts, les raccordements à l'électricité, parce que sans électricité, vous ne pouvez pas produire, les commerces transfrontaliers, l'exécution des contrats, les traitements de l'insolvabilité, mais il y a aussi l'instabilité économique, qui est un critère très très important, les déficits, la dette publique, le taux d'inflation. Vous avez l'instabilité politique, qui est un élément très très important. Est-ce qu'elle influe sur les aspects économiques ou pas? Parce qu'il y a des dictatures où quand même les affaires marchent bien. Alors, vous avez la qualité des institutions financières, la concurrence, l'information sur l'insolvabilité, le centre la centrale des risques, par exemple, pour voir s'il y a des gens crédibles, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas. Et vous avez l'efficacité ou non des services publics, le poids du secteur informel dans l'économie, la corruption, le marché de l'emploi et sa flexibilité. Donc, ce sont des repères qui permettent à ceux-là qui examinent les climats des affaires dans un pays de dire que non, là, c'est un pays où on peut aller. Et à partir de ces éléments-là, on classe les différents. On fait les classements qu'on appelle les doing business. Donc, il y a un hit parade, un classement. Si vous vous retrouvez au bas de l'échelle, cela veut dire que vous êtes les plus mauvais élèves de la classe. Or, tout le monde cherche à aller là où les conditions sont les meilleures. Vous avez Singapour, vous avez, et même certaines nations
qui se disent modernes, parfois se retrouvent en position inconfortable dans ce classement-là. C'est un peu ça les doing, c'est un peu ça les climats des affaires. Alors, il y a des repères très importants. D'abord, le premier repère, c'est la politique. Parce que la politique, faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes économies. Le deuxième repère, c'est la justice. Est-ce que les droits des personnes et leurs biens sont respectés? Est-ce que quand je vais investir là-bas, il n'y a pas, on ne va pas me créer des problèmes? Le fonds social, pour éviter que, par exemple, après avoir investi, qu'on vienne piller, qu'il y ait le soulèvement de la population. Et puis, vous avez aussi la fiscalité. La fiscalité, pourquoi? Parce que quand on investit, nécessairement, on doit être en ordre avec l'État. Il faut payer ses impôts, il faut payer les taxes. Oui, d'accord. Ça sont les principes que vous venez d'élaborer. Qu'en est-il maintenant de chez nous? Chez nous, on est classé dans les derniers rapports du business. On est pratiquement l'avant-dernier, si je comprends bien. Oui, on est l'avant-dernier. C'est parce que nous avons des soubresauts sur le plan politique, mais également nous avons des difficultés sur le plan économique. Et ces difficultés ne sont pas une particularité de la République démocratique du Congo. Nous venons de la crise de chute des cours des matières premières. C'est maintenant que la situation est en train de s'éclaircir parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez la tonne métrique du cuivre qui est au-delà de 6 000 $. Vous avez le cobalt qui est à 60 000. Donc, il y a un peu un éclaircissement qui s'est fait. Mais le problème à notre niveau, c'est d'abord la peur des investisseurs qui, après avoir connu les chocs découlant de la chute des cours des matières premières, se sont retrouvés dans un environnement politique qui ne donne pas confiance aux investisseurs. Et avec des hésitations, les élections seront organisées quand il y a des propos des politiciens. Vous savez, lorsque nos politiciens s'expriment, ils doivent savoir que qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, leurs propos sont analysés à la loupe. Parce que c'est eux qui dirigent. Lorsque les dirigeants, déjà, à partir de leurs propos, commencent à se livrer dans un combat verbal, donc des échanges de mots, même les investisseurs hésitent. Et vous allez voir, avec la crise que nous avons connue, la dépréciation de notre devise nationale, les gens parfois hésitent. C'est ce qui fait que le volume d'importation a même baissé. Vous avez maintenant un bateau par mois, toutes les 2 semaines au niveau des Boma ou donc ce n'est pas normal. Vous avez des gens qui hésitent. Et pourtant, quand vous regardez au niveau des mines, il y a quand même un accroissement de la production. Oui, Jérôme, merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, merci. Vous avez donné une très bonne contribution. Alors, je reviens un peu à José. C'est vrai, la situation n'est pas bonne, mais que peut vraiment le Premier ministre Bruno Tshibala quand il prend le taureau par le corne, il va devant la nation, il dit ce qu'il a dit. Il affirme que désormais, lui, il croit dur comme fer, comme l'a publié Géopolis. Il dit comme fer que le climat des affaires va s'améliorer. Est-ce que c'est de la rhétorique politicienne ou il y a une vraie volonté et il serait assise sur quel type de confiance? Quelle est votre analyse? Oui, mon analyse, il partirait d'abord du contexte politique parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle de la problématique du climat des affaires indépendamment du contexte politique dans lequel nous sommes. Oui, disons d'abord deux mots, c'est que le gouvernement Tshibala, qui est là depuis le 16 mai, en tout cas son discours c'était le 16 mai 2017, c'est un gouvernement de compromis, un compromis qui n'est pas aussi large qu'il aurait pu l'être si les autres partenaires signataires de l'accord global avaient accepté l'offre. Donc c'est un gouvernement de compromis, ce n'est pas un gouvernement dans la durée. Nous l'avons dit ici, c'est un gouvernement de mission et essentiellement la mission, c'est les élections. Alors, à partir de là, c'était difficile déjà politiquement, Jérôme commença à le dire, que ce gouvernement embrasse beaucoup trop de domaines parce que dans un contexte politique comme celui-ci, il ne pouvait pas, etc. Bon, maintenant, cela étant dit, M. Tshibala, le Premier ministre Tshibala, a le mérite de la clarté dans son discours.
Parce que le climat des affaires, il n'en a pas parlé que à l'occasion des travaux de cette semaine. Non. Dès son discours d'investiture, il a dit un mot sur le climat des affaires. D'ailleurs, parmi les 4 axes, il a défini 4 axes de son programme, à savoir l'organisation des élections, la stabilisation de l'économie qui passe notamment par l'amélioration du climat des affaires, le social et enfin la sécurisation du pays, du territoire. Voilà, bien. Et donc, qu'il ait organisé le forum, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a tellement de termes, la conférence, c'est plein d'appellations dans ces pays-là, conférence, table ronde, tout ce que vous voulez. Qu'il ait organisé ça sur le climat des affaires, ça a le mérite de la cohérence sur le plan de la forme. Oui, parce qu'il a posé le problème lors de son discours d'investiture, voilà, il passe aux travaux pratiques. C'est bon, sur la forme. Mais maintenant, pour la question, sa pertinence tient à quoi? Tient justement à ce que lui-même a dit. On a parlé plusieurs fois amélioration du climat des affaires. Mais sur le terrain, je parle sous le contrôle de Jérôme, rien ne s'est fait. Les mêmes pesanteurs demeurent. Les mêmes difficultés demeurent. Ça demeure pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas une volonté politique concrète pour traduire ça dans les faits. Le climat des affaires, c'est tout ce que nous disons, c'est l'abolition de tout ce qu'il y a comme barrière administrative, judiciaire. En tout cas, merci. Oui. Mais je vais finir par un point. Le climat des affaires charrie aussi un mot important qui est la vertu. Or, la vertu s'entretient. La vertu s'entretient notamment à travers l'investissement dans l'homme. Vous ne pouvez pas dire nous voulons qu'on facilite la formation des unités de production, faire les affaires, etc. Mais si le personnel, l'homme qui est censé faciliter justement ces business n'est pas vertueux, c'est difficile. En d'autres termes, quand vous dites, voilà, le Premier ministre l'a dit dans son discours, je crois que c'est quand même important qu'on lise un peu. Il a dit ceci, le gouvernement s'emploie à, notamment, lutter contre les tracasseries administratives et financières, ça c'est dans son discours d'investiture, tracasseries administratives et fiscales, en mettant en place un dispositif d'éducation et d'information des opérateurs économiques, notamment dans le domaine fiscal. Appliquer le décret fixant à 4 le nombre de services aux frontières. 3. Sanctionner tant au plan administratif que judiciaire tous les responsables politiques, militaires et autres qui, par leurs interventions, favorisent ou œuvrent favorisent la fraude fiscale et douanière. Ça, je le cite. Mais justement, mais pour que cet agent, pour que ces militaires, ces policiers fassent montre de vertu par rapport à tous ces domaines-là, moi, je crois qu'il faut commencer par le soigner. Nous allons y revenir. Donc, vous allez avoir Jean-Jacques Rousseau, oui. L'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Ça, Voilà. c'est l'humaniste José Naoué. Il ne peut pas s'empêcher de parler de l'homme. Mais nous parlons des affaires, hein, dans les business. Les business. Oui, les non, business, je vais revenir à vous. Alors, parmi les moyens qui sont accordés au gouvernement pour pouvoir améliorer le climat des affaires et de tous les acteurs, il y a les lois de la République. Or, dans les domaines des lois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arriérés législatifs sur les domaines de l'accompagnement des mesures qui sont prises par le gouvernement. Alors, nous avons quand même un pied dans l'appareil législatif par une oreille soutenue de Bruno Bolisson qui suit un peu ces choses-là. Bruno, le climat des affaires souffre des arriérés législatifs et parfois même des lois qui ne sont pas prises. Qu'en est-il exactement, vous qui êtes un peu au courant de ces choses-là, sur le plan de la loi, où est-ce qu'on en est? Non, Willy, bien au contraire. Il y a un arsenal juridique suffisamment outillé pour permettre à ceux qui devraient appliquer les mesures qu'il faut appliquer de les faire. Les arriérés au niveau législatif sont plutôt minimes. Parce que la plupart du contenu, l'essentiel du contenu de l'arsenal juridique pour appliquer les 28 mesures et renforcer le climat des affaires sont du domaine du règlement et moins du domaine de la loi. Or, vous savez, les règlements sont élaborés par l'exécutif. Ce sont les différents ministres qui sont responsables de leur secteur. Néanmoins, il y a quand même quelques lois dont il faut souhaiter l'accélération. C'est notamment la loi portant révision du code minier qu'on a jugé trop succulent pour les opérateurs miniers
et peu intéressant pour le pouvoir public. C'est ce qui fait que le secteur minier ne contribue pas suffisamment. Malgré qu'il y a l'embellie des voilà, prix. il y a l'embellie, donc il faut réajuster cette contribution-là des opérateurs miniers au trésor public. Et cette loi la révision de cette loi est en pleine navette. J'ai vu dernièrement Jérôme faire le couloir du Parlement avec intérêt. Donc c'est ce qu'on souhaite. Mais au-delà de ça, il y a d'autres lois qui ont été votées les 2, 3, 5 dernières années. Je vais pas les citer toutes, mais je cite quand même un échantillon assez représentatif. Vous avez par exemple dans les domaines PPP, qu'on appelle partenariat public-privé, la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal et d'échange. C'est une loi qui, par rapport à l'ancienne, qui améliore un tout petit peu la mobilisation des recettes à travers le régime fiscal, douanier et parafiscal. Mais vous avez également la loi 27 du 27 avril 2010, loi qu'on appelle 10/010, portant relative au marché public, qu'on appelle, qu'on facilite par les passations, en ce qui concerne les passations des marchés. Mais le vrai problème, je crois, José l'a dit, c'est au niveau de l'applicabilité, au niveau de l'application. On vous dit qu'il faut faire des passations des marchés, des appels d'offres, mais vous verrez qu'un bon nombre de marchés sont conclus de gré à gré. Et pas plus tard, c'est important, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons assisté au déploiement d'une équipe interministérielle pilotée par le directeur de cabinet du chef de l'État, aussi bien dans les Gakatang que dans le Congo central. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un décalage entre les lois qui sont votées, les règlements qui sont élaborés et l'application sur le terrain. Et c'est ce décalage-là qu'il faut réduire par la sanction, par l'embellissement des conditions sociales. D'accord. En tout cas, la loi sur la sous-traitance. Oui. Oui, il y a beaucoup de lois. On va parler de loi sur la sous-traitance, loi sur le domaine foncier. Vous savez que la loi foncière que nous utilisons date de 1973. Donc il faut l'adapter pour permettre à ce qu'un investisseur, Jérôme aime bien Singapour, qui est à Singapour, qui veut investir dans le domaine du logement social, ne soit pas surpris que demain, son investissement a été avalé par les chefs coutumiers. Tout ça, Ce qui nous permet de donner la parole à Diana pour poser une problématique de fond. Vous avez vu, les lois sont prises, mais évidemment, José a parlé du côté social, mais moi, je parle de la collision, parce que pourquoi on n'applique pas ce qui est décidé? Alors, la première hypothèse, c'est que la plupart des hommes politiques, ceux qui sont au gouvernement, qui sont au Parlement, ont des collisions dangereuses avec le business. Si en même temps ils sont dans les business, comment vont-ils appliquer des lois qui leur restreignent leur beefsteak? Comme ça, je demande un peu à Diana, qui a quand même la chirurgie, qui a la chirurgie des hommes politiques. Hein? Ce n'est pas un politicien, Diana est un homme. C'est un journaliste. Mais Diana quand même fréquente ces hommes depuis un certain nombre d'années. Et il ne lui a pas manqué de constater qu'il y a quand même une collision pour certains d'entre eux avec le monde du business, et que finalement, même pour maximiser les recettes, parfois le blocage vient de ceux-là qui ont l'obligation d'encourager. Qu'est-ce que vous dites dans cela? Oui, je me suis trompé ou pas? Non, la première question qui me vient moi à l'esprit lorsque je dois parler de ça, c'est de me poser la question, le climat des affaires, pourquoi faire? Qu'est-ce que nous voulons atteindre par le climat des affaires? Il semble que c'est pour le développement économique. Avons-nous une économie? C'est la question que je me pose. Nous en avons, Diana, parce que je vous réponds théoriquement. Pour y arriver. Je vous en prie. Nous avons construit une économie qui se base sur quoi? Une économie basée sur quoi? Si c'est une économie dans le vent, alors le climat des affaires, ça sera dans le vent. Mais le vrai problème qu'il y a pour bâtir une économie relève d'un pays. Et un pays n'est pays que lorsqu'il y a des citoyens. Et tout est question de citoyenneté. Vous allez vous rendre compte que dans le pays que nous envions, où le climat des affaires est presque la règle, ça coule dans le sang, ça a été un très long processus. Citoyenneté, d'abord, on a eu la citoyenneté tout court, la citoyenneté politique, mais la citoyenneté politique, elle est récente, elle relève du XXe siècle seulement. La citoyenneté qui veut dire droit civique, droit économique, ça appartient au XIXe, alors que le monde occidental vient de très loin. À l'époque, c'était les affaires sur les dos de tout le monde. Et les gens se sont construits
des fortunes, des bases économiques telles que, après se dit non, il y a de la honte à être heureux tout seul, nous avons accumulé, et ainsi de suite. Maintenant, essayons de libéraliser, distribuons, faisons ceci. Mais nous, où sommes-nous? Je trouve, tu vois, l'exemple, c'est un peu comme aujourd'hui. Nous n'avons même pas encore maîtrisé les téléphones. Il n'y avait même pas encore les téléphones à chaque coin. L'Internet nous tombe dessus. Et après, donc, nous sommes obligés, de coup d'accueil, d'avaler des morceaux d'histoire que nous digérons parfois très mal. Lorsqu'un politicien, je l'ai dit plus d'une fois, que tout est question de contrôle. Je l'avais dit à un député. Je lui ai posé la question, quels sont devenus les services d'hygiène? Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'en un moment, ils n'ont pas fait leur travail. Ils l'ont, vous venez trouver une parcelle sale, la maman donne un peu d'argent, ils passent. Quels sont devenus les inspecteurs économiques? Ils n'existent pratiquement plus. Pourquoi? En un moment, ils ont dévoyé leur métier. En le transversal, c'était devenu on gagne profit. Et j'ai dit aux députés, bientôt le contrôle parlementaire va disparaître comme ont disparu les inspecteurs économiques. Pourquoi? En fait, lorsque chez nous, on instaure un contrôle, c'est plus pour le profit du contrôleur. Le contrôleur se sert. Et c'est pourquoi vous allez voir que tout ce que vous mettez comme mesure, quand vous dites guichet unique, ça met les gens mal à l'aise. C'est des guichets uniques, et alors nous allons devenir quoi? Imaginez-vous, c'est depuis l'époque de Mobutu qu'on parle 4 services à frontière. Mais il est un peu... Qu'est-ce qui est difficile de mettre les 4 services? Pourquoi en fait, il y a 2 résistances qui doivent appliquer, ce sont ceux qui instaurent ces systèmes-là. Donc, en quelque sorte, vous demandez aux gens de se faire harakiri. On demande aux fonctionnaires, il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Mais à qui va réduire? Ce sont les fonctionnaires. Ceux qui réduisent, ce sont ceux qui les augmentent, qui en profitent. Et c'est ça le cercle vicieux parfois chez nous. Les politiciens veulent se servir de tout ce qui est comme mécanisme pour l'intérêt public. Or, l'intérêt public est de moins en moins une évidence. Donc, les gens, plus tout ce qu'on instaure, cherchent dans ce qu'on instaure, quelle sera ma part? S'il ne trouve pas sa part, il ne l'applique pas. Et lorsqu'on n'applique pas, il suffit d'une désuétude. Vous allez voir au Parlement, on va encore voter à une autre loi qui devrait être la suite de celle qui a été votée, alors que celle qui a été votée la première n'a même jamais été appliquée. Mais puisqu'ailleurs, au climat des affaires, c'est à la mode, on va au climat des affaires. Mais les services aux affaires, est-ce que vous les avez déjà supprimés? Les inspecteurs, le contrôle, l'avez-vous déjà supprimé? Il n'y en a pas. Donc, un peu, cette navigation à vue, c'est ça, j'ai dit, peut-être un peu aller dans le sens de ce que José a dit, l'homme qui applique, et c'est ça le vrai problème chez nous. Ce qui me permet de prendre la parole, de donner la parole à Freddy Moulumba sur la qualité quand même de certaines gouvernances, parce que nous devons faire un effort pour que le pays, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, se donne les moyens de progresser. Or, pour donner les moyens de progresser, Diane vient de le dire, il ne faut pas que l'intérêt personnel prime sur l'intérêt général. Quelle est votre lecture? C'est la question du climat des affaires. Même si je sais que, par ailleurs, ce qui est Banque mondiale, FMI, vous n'aimez pas beaucoup, mais c'est quand même un instrument aussi d'évaluation qui vient de là. Oui, je ne voudrais pas entrer dans le débat idéologique, en quelque sorte. Donc, je pense que Yann vient d'en parler. Nous traversons notre modèle. C'est bien de parler du climat des affaires. Quand on parle des affaires, il y a des normes et des règles. Les normes qu'on avait dans les temps, c'était les normes beaucoup plus copiées du monde occidental, bien l'État occidental. Ces normes qui sont en crise aujourd'hui. Pour preuve, quand vous demandez à quelqu'un que représente l'État pour toi, dans le langage peu commun, on vous dit Mbulamatari. L'autre, on dit non, Biloko à l'État. Donc, déjà dans la culture, l'État apparaît comme un instrument de prédation, de domination, qui est étranger à la société. Donc, c'est ce monde-là qui est entré en crise. On peut parler de cette histoire de climat des affaires. Et tant qu'on n'a pas revu le modèle de l'État congolais, on ne s'en sortira pas. Deuxième élément, je pense qu'ici à Kinshasa, en Afrique mais en général, on oublie que nous sommes dans un monde qui est en mutation. Je le répète toujours. Dernièrement, il y a le vice-gouverneur de la banque, l'ancien vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il était en France, en province, pas à Paris, dans une conférence, et il dit la crise qui va venir, à part la crise de 2008, crise financière, 2009, celle qui va venir sera encore pire. Nous risquons de perdre nos valeurs libérales, démocratiques. Donc, il dit
On ne sait pas quand ça peut arriver, mais elle sera là. Donc, quand nous réfléchissons ici, et vous savez, quand une crise arrive en Europe, c'est que nous arrive ici. Donc, il faut toutefois, à un moment donné, essayer un peu de quitter nos discussions congolaises et beaucoup voir ce qui se passe sur le plan international. C'est capital. Parce que tout ce que nous faisons, si demain la crise éclate là-bas, vous savez, quand ça éclate, automatiquement ici, vous savez, on va vendre où? Et nous ne vendons que les choses dont on n'a pas, on ne consomme pas, et on consomme les choses que nous ne produisons pas. Alors, ceux qui travaillent, ce sont les hommes, et ceux qui travaillent, ce sont des personnes. Mais aujourd'hui, nous assistons à un front social. Il y a des grèves sèches, et d'ailleurs, Jérôme Sekana a fait une sur la question des hôpitaux. Mais qu'en est-il exactement? Parce que nous savons que le pays est en crise. Il n'y a pas de l'argent. La monnaie est en train de perdre de sa valeur. La production a baissé. Les termes, les réserves d'échange sont en train de s'effriter comme neige sous le soleil. Mais en même temps, les revendications montent au créneau. Alors, je vais demander à John Ngomba si il a quelques informations sur la nature et l'étendue du front social. Parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui sont en revendication et que demandent-ils? Parce que si ce qu'ils demandent est possible, il faut leur donner. Mais si ce n'est pas possible, comment faire pour que le pays ne puisse pas s'enflammer? Qu'en est-il exactement du front social? Voilà, je tenais d'abord à tirer mon chapeau à un illustre personnage de ce pays, Arthur Zaïdi Ngoma, pour ne pas le citer, qui avait dit qu'il n'y a de politique que le social, en fait. C'est même l'essence de la politique, de trouver des solutions aux problèmes sociaux. Et à partir du moment où les politiques ne savent pas trouver des solutions aux problèmes sociaux, la politique devient déconnectée totalement. Alors, pour le cas d'espèce, il y a effectivement une grosse crise sociale au niveau des salariés qui dépendent essentiellement de l'État. Dans lesquels vous retrouvez les médecins, les professeurs d'université, les infirmiers, les magistrats. Tout cela, c'est des catégories professionnelles qui ont des revendications salariales généralement pour une mise à jour de leur rémunération. Parce que la monnaie a chuté, mais ils sont rémunérés selon un taux qui ne correspond pas à la réalité. Je crois essentiellement pour les médecins, ils ont demandé à ce qu'ils soient rémunérés au taux qui correspond. Donc au taux budgétaire. Voilà, au taux budgétaire. Alors, vous avez 1452 francs congolais les dollars. Voilà. Vous avez ces gens-là, ces catégories-là. Il y a certainement un sérieux problème aujourd'hui de dialogue social qui doit être entamé. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a promis, ancien syndicaliste, de pouvoir aller à la rencontre des professeurs d'université. Mais il n'y a pas que. Parce que ce qui est maintenant même plus difficile, c'est au niveau des médecins. Parce que le médecin, ils sont dans un dilemme terrible. Soigner des malades, des patients qui viennent, et il y a eu même des cas de décès, ou bien coaliser pour des revendications corporatistes. Alors, c'est un dilemme auquel on doit trouver rapidement une solution. Alors, on a aussi maintenant la crise, je vais dire, le front social de manière élargie, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde qui se débrouille. Il y a un sérieux problème de pouvoir d'achat de la population aujourd'hui. Ouais, le pouvoir d'achat de la population s'est considérablement effrité au point que on est à peu près 40 à 50%. Exactement. 40%. C'est-à-dire quelqu'un qui avait 100 000 francs hier, il a 100 000 francs, je parle en francs congolais. Il a aujourd'hui la capacité des 40 à 50 000 francs avec les mêmes montants. Donc ça pose problème à partir du moment où l'État ne vient pas en appui. Et l'État fait la rétention, notamment pour le gouvernement, je vais dire, les salaires. On ne veut pas payer des gens des fonctionnaires avec des arriérés d'au moins 2 mois et plus, pour ne pas amener aussi une grosse masse monétaire sur les marchés et faire baisser davantage le... Merci beaucoup, John. Il y a un dilemme. Je vais essayer de vous poser 2 questions. On va essayer de comprendre, Jérôme.
Voilà, l'État, le gouvernement, d'ailleurs le ministre des Finances, il y a 2 semaines, faisait une conférence de presse dans laquelle il a expliqué que il y a une équipe, une task force pour pouvoir gérer les budgets, les finances de l'État. Chaque jour, il y a des déficits qu'il ne faut pas accepter. Donc, on a fait une rétention quand même un peu de paiement. On ne paye pas. On ne paye pas pour pouvoir donner un peu de chance à la monnaie. Mais si on ne paye pas, ça signifie que les gens ne sont pas payés, ils réclament, ils font des grèves. Alors, si vous voulez les payer sans augmenter la production, c'est que vous devez utiliser la planche à billets. Or, le président de la République l'avait interdit. L'article 54 l'a interdit en disant qu'il ne faut absolument pas faire du financement monétaire. Interdit. Alors, maintenant, quelles sont les voies d'issue? Parce 57. que je me pose la question. Vous avez un front social qui s'élargit, des gens qui ont le droit de réclamer, mais vous avez un gouvernement dont les moyens de réponse sont limités par rapport au front social. En même temps, vous avez un État, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, qui est à mal de se positionner parce qu'il est attaqué de toutes parts, n'ayant pas, malheureusement, dans l'état actuel des choses, des alliances stratégiques très, très, très puissantes. Quelles sont les voies de sortie que nous pouvons élaborer pour pouvoir... on nous écoute, hein, nous ne sommes qu'une voix, nous ne sommes que des voix. Donc ceux qui nous écoutent peuvent aussi en tirer profit, même si nous ne sommes pas des devins. Mais nous sentons bien qu'il y a quand même un dilemme stratégique dans la manière de gérer ce virage. Parce que si on ne réagit pas, la rentrée scolaire, c'est déjà là, ça signifie que les parents vont encore avoir beaucoup plus besoin d'argent qu'ils n'en avaient pendant les vacances. Parce que chaque jour, il faut donner quand même de quoi aux enfants. Donc nous allons essayer de passer les quelques minutes qui nous restent. Chacun de vous essaye dans les domaines qu'il a maîtrisé le mieux de proposer une voie de sortie. Jérôme Sekam. Bon, je suis très à l'aise, sauf que je n'aurai pas beaucoup de temps. Je vais aller tout droit au but. Tout à l'heure, je disais que la dépréciation que nous avons connue est découlée plus de la planche à billets qu'on a tournée. C'est ça qui a été les coûts qui a vraiment aggravé la situation et en violation de l'article 57 de la loi portant fonctionnement de la Banque centrale. Je dois dire ceci, nous sommes dans une situation difficile et je ne peux pas dire ici qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, sauf que les solutions que nous aurons, peut-être ce sont des solutions qui ne peuvent pas être totales, mais partielles. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je prends seulement l'exemple des fonctionnaires. Nous avons 1 million de fonctionnaires en République démocratique du Congo, dont 700 000 sont bancarisés. Pour payer ces 1 million de fonctionnaires, l'État débourse chaque mois 169 milliards de francs congolais. Et ça, c'est au taux de 930. Maintenant, si vous appliquez les taux budgétaires que réclame tout le monde aujourd'hui, on passe de 169 à 259 milliards de francs congolais. Ce qui est pratiquement impossible dans les contextes actuels pour que le gouvernement puisse faire ça sans recourir à la planche à billets. Or, s'il recourt encore à la planche à billets, nous tombons dans la banqueroute. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mesures, il y en a beaucoup. Le gouvernement a pris d'ailleurs un train de mesures, 5 mesures dont 3 et 4 sont à court terme. Si on les applique très bien, ça peut marcher. Mais il faut aller au-delà. Il faut faire d'abord réduire drastiquement les trains de vie des institutions. Et faire en sorte que ce qu'on peut récupérer, il faut un sacrifice, hein, un sursaut d'orgueil patriotique, que ceux-là qui gagnaient plus acceptent qu'on prenne quelque chose dans ce qu'ils gagnaient et qu'on donne à ceux-là qui gagnaient moins. Parce que ceux qui gagnaient moins sont plus nombreux que ceux qui gagnaient plus. Ainsi, on va équilibrer les choses. Parce que ajouter 20 000 francs, c'est insignifiant. Et le Front social est en train la grève grogne. Hein. En tout cas, il faut éviter qu'on en arrive là. Mais je peux dire ici que le gouvernement n'a pas les moyens de sa politique. Si ce n'est que à travers la mobilisation des recettes, alors que toutes les régies financières n'arrivent pas à crever les assignations. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, c'est qu'on peut recourir pour stabiliser la situation. On peut actionner, c'est ce qui fait que le gouvernement va organiser très prochainement le forum sur la réforme de la fiscalité, parce qu'il n'est pas normal. Regardez, je vous donne des repères. Nous sommes près de 80 millions de Congolais. Moins de 500 000 personnes, physiques et morales confondues, seulement
payent l'impôt, c'est-à-dire sont répertoriés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'informel, il y a beaucoup de gens. Notre d'ailleurs PIB, les produits intérieurs bruts national, 68 milliards de dollars, vous avez 70% de notre PIB qui sont puisés dans l'informel. Cela veut dire qu'il y a des milliards et de dollars et de francs congolais qui sont brassés dans l'informel et que l'État n'arrive pas à capter. D'où la nécessité pour le gouvernement d'appliquer la réforme, notamment appliquer ce qu'on appelle l'identifiant fiscal unique. C'est-à-dire arriver à identifier. On ne peut lever l'impôt, recouvrer qu'auprès des personnes qui sont identifiées, connues. Et pour le faire, la DGI, ça fait des dizaines d'années, a besoin de 10 millions de dollars. Elle n'a pas arrivé, elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi nous disons que le gouvernement prenne, parce qu'il y a 50 millions de dollars que la Banque mondiale vient de faire comme un don au niveau de la République, qu'on prenne ne serait-ce que les 10 millions pour que cette réforme soit appliquée. Pourquoi? Parce que dès qu'on connaît les gens, parce que vous ne pouvez même pas aller vous plaindre devant la justice et devant la si vous ne payez pas les impôts. Si vous ne payez pas les impôts, automatiquement, ça va élargir l'assiette fiscale et les recettes vont bondir. Et il y a aussi, nous devons recourir à des partenaires, sauf que nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui recourir au Fonds monétaire international. Mais nous avons des contentieux. Nous avons des contentieux avec l'Ouganda. Il faut qu'on réclame. Mais le point le plus important, parce qu'on n'aurait plus la parole peut-être, le point le plus important, il faut que ceux qui disent qu'ils aident le président arrivent à faire correctement, à jouer le jeu. C'est-à-dire, il ne faut pas que les politiques ou les généraux de l'armée ou de la police s'érigent en obstacle dans le train des mesures qui sont prises, aujourd'hui pour mobiliser les recettes. Parce que si on ne mobilise pas suffisamment de recettes, nous risquons de courir, de tomber dans la banque. Merci beaucoup. Merci Jérôme vraiment de cette contribution, même si ça... Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Quelquefois. Mais je vous en prie, Freddy, nous sommes dans la partie contribution. Oui, contribution, je pense qu'il y a des choses. C'est d'abord, sur le plan national, vous savez, l'État fonctionne grâce à quoi? Impôts et taxes. Il faut que les gens apprennent à payer les impôts correctement, soit bien géré. Cet impôt va permettre à ce qu'on paye les agents. On ne paye pas les impôts, pardon, on ne fait pas fonctionner l'État avec l'argent importé, donc des prêts extérieurs. Ce sont les impôts, les taxes et autres. Donc si on met de l'ordre là-bas, c'est déjà positif. Deuxième chose, la gouvernance. Vous savez, on a tendance à oublier ici. Le gouvernement, dernièrement, on a donné une information selon laquelle les miniers qui exportent ne rapportent pas leurs devises. Des grandes devises. Mais il faut faire attention. La dernière lettre du Fonds monétaire international, quand ils rencontraient les dirigeants ici, ils ont dit, si vous ne faites rien, d'ici le 31 décembre, le dollar sera à 20 000. Donc, c'est une façon, moi je dirais, c'est chantage. Ça, c'est mon point de vue que je donne. Nous sommes dans une guerre économique et financière. Sékou Touré l'a vécu. Sékou Touré, du fait qu'il était contre la France. Française. Les Français ont monté même de coups. Ils ont même imprimé des billets pour mettre les rimes de Sékou Touré à terre. Ce qui se passe actuellement, vous voyez que ceux qui exportent ne remettent pas l'argent, il faut que l'État en parle, donc il y a un problème. Je demande à ceux que les Congolais ouvrent les oreilles et les yeux pour qu'on ne tombe pas dans un piège. On parle, on oublie que ceux qui sont à l'extérieur, qui ont commencé par faire la guerre, ils ont échoué, qui ont commencé par la démocratie, ils ont échoué, ils peuvent utiliser d'autres armes. Comme l'économie. Merci beaucoup. Alors je demande à Bruno sa contribution. Tout en prenant en compte ce que Jérôme a dit, il faut que chaque Congolais, adulte ayant une activité, sache qu'il doit à l'État de payer son impôt. C'est clair, et on ne peut pas le faire sans identifiant fiscal. Et je crois que c'est même normal que ceci soit une urgence. Mais en même temps, si il y a une collision entre ceux qui doivent le faire et ceux qui ne le font pas, c'est compliqué. Je vous en prie, Bruno. J'ai trois petites choses. La première, c'est que c'est vrai, le renforcement de la mobilisation fiscale est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons. C'est peut-être à court terme.
À moyen terme, je crois que parce qu'on parle de la corruption, parce qu'on parle de 28 mesures, de 5 mesures, il y a un problème, il y a un problème de déficit de communication. Nous-mêmes, là, si on organise un concours qui peut citer correctement les 28 mesures, même si on met 5 000 $, ça va rentrer. Donc, il faut qu'il y ait une vulgarisation en profondeur. On va tenter les gens. Hein. Il faut qu'il y ait une vulgarisation en profondeur de toutes ces mesures-là. Oui, oui. Et au niveau du Congo profond, au niveau de là-bas, là où il y a des frontières, là où il y a de la douane, il y a parce que si ce n'est pas compris même par les décideurs, les petits et moyens décideurs, ça passe, on continue la corruption. Troisième chose, c'est qu'il faut investir dans les domaines portés de croissance. Willy, c'est anormal que depuis 2 ans, que la loi, par exemple, sur les hydrocarbures a été votée, promulguée, le Congo est toujours dans la production de 30 000, 50 000. On n'a même pas atteint 50 000 barils. Alors que le Congo-Brazza est à 800 000, l'Angola plus de 1 million. Nous sommes dans le même bassin. Dans le même bassin. C'est extrêmement grave. Donc il faut investir dans des secteurs portés de croissance, les hydrocarbures, l'agriculture. Il est inadmissible qu'au Congo, nous importions des maïs, des farines de maïs venant du Rwanda. Alors que l'Équateur, le Grand Bandundu, les Sankourou et Chessovo, il y a des forêts qui sont inexploitées. Donc il faut des mesures attractives pour amener les investisseurs dans ces secteurs de croissance. On va booster l'agriculture et ça va résoudre des problèmes. Et il y a un danger. On a parlé John a parlé des fonds sociaux. Il faut faire très attention. Nous sommes à 4 jours de la rentrée scolaire ou 2 jours de la rentrée scolaire. Ne pas payer les fonctionnaires, ça signifie quoi? C'est aller renforcer les fronts des gens qui appellent à la grève au niveau de l'enseignement. Parce qu'un fonctionnaire qui n'a pas financé la scolarité de ses enfants, il va les envoyer à l'école comment? Donc il faut faire très attention et le gouvernement doit bien jouer pour ne pas renforcer les camps de ceux qui voudraient mettre le pays à genoux. Merci, Diana. Ah oui, je pense que chez nous, ce ne sont pas des politiques qui manquent, mais il y a la cohérence entre les politiques. C'est ça la cohérence qu'il faut faire. Mais lorsque, souvent j'entends les économistes se plaindre, oh non, il y a l'informel, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? C'est de la mer à boire. Il faut la Banque mondiale pour que nous puissions faire que l'informel devienne formel. J'ai passé quelques 3-4 mois comme conseiller du ministre du Travail. Je n'étais que conseiller en communication. Mais à l'époque, lorsque le gouvernement Matata dit que nous avons créé les emplois, les jeunes gens, il y en a qui viennent de l'université, qui créent eux-mêmes leurs propres emplois. Je me dis, mais c'est vrai. Mais quels sont ces emplois? Ce sont les emplois qui sont dans l'informel. Ce sont les emplois que personne ne reconnaît. Je me suis dit, supposons que tous ces jeunes, même ceux qui vendent dans des cabines, qui sont devant les travaux, que la police parfois maltraite, chasse, ainsi de suite, alors que ce sont des sources de revenus. Si on peut, si on peut le recenser, Oui, on le recense, j'ai essayé de calculer à Kinshasa avec 100 000 personnes, vous donnez à chacun un macaron qui le laisse tranquille pour travailler, les mamans vendeurs de pain chasubles, qui ne coûtent que 10 $ par exemple ou 5 $. Tous ces gens-là ont mobilisé à Kinshasa 500 000 $. Rien que Kinshasa, vous allez à Lubumbashi, vous allez à Kikwit, ainsi de suite. C'est de l'argent qu'on peut mettre dans une banque qui devient une banque pour tous ces gens-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire que quelqu'un a créé. J'ai entendu Jérôme ici, l'accès au crédit. Mais l'accès à quel crédit? Mais lorsque ces gens-là, avec leur badge, ils peuvent mettre dans une banque 500 000 $. Et ils peuvent avoir des micro-crédits au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Merci. Il faut facilement essayer de prendre ce qui est l'informel. Il y a moyen de l'amener dans le formel. Et alors, ces gens-là paieront des impôts à l'État et on peut augmenter la CFA. Voilà, qui a dit que Diana n'est pas positif? Il n'est pas. Pour une fois, je suis d'accord avec pour toi. une fois, Diana et Jérôme se sont rejoints dans les chiffres. Alors, nous allons prendre José rapidement pour terminer avec John. Oui, bon, que dire encore? Parce qu'en réalité, toutes les propositions que les confrères ont données vont dans le bon sens. Le problème ici, chez nous, c'est ça qui est... C'est à la fois le côté ennuyeux de ce genre d'échange, parce que tout ce qui est dit ici a été dit il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans. Tout ce qui est dit ici, tout existe chez nous dans les tiroirs. Le problème, c'est l'application. Et ça se résume en quoi, si je peux me permettre cela? Ça se résume en ce qu'on appelle tout simplement
une volonté politique. Pas la volonté politique affichée, mais une volonté politique assumée. Donc une volonté politique concrète. Parce que quand il n'y a pas cette volonté politique, nous ne devrions pas non plus croire que le vice congolais, il est congénital. Non, le vice n'est pas congénital. Nous l'avons vu en 97 quand Kabila père est arrivé ici. Il était de coutume qu'on s'assoie n'importe comment dans des taxis et dans des taxibus, etc., etc. Mais pourquoi on a changé? Parce qu'il y a eu une volonté politique, pas affichée. Là, c'est le discours. Mais une volonté politique assumée. Messieurs, voici c'est à quoi vous vous attendez si vous enfreignez cette disposition. Le problème réel, c'est celui-là. Ce sont de croire que le vice congolais est congénital. Non, les Congolais sont ainsi. Le même Congolais qui pisse sur la rue ici, dès qu'il arrive à Paris, il ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il y a un cadre contraignant qui l'oblige à ne pas le faire. Donc je crois que c'est on va aller dans tous les sens, libéralisation, augmentation de la production. Donc il faut un peu plus d'État. Il faut plus d'État. Pas plus d'État au sens folklorique du terme. Il faut ce qu'on appelle du volontarisme politique. Merci beaucoup. D'ailleurs, avant de terminer, de la parole à John Ngomba, je me rappelle à cette cérémonie-là de la conférence sur le climat des affaires, le premier président de la FEC, le vice-président, M. Kiwakama, disait que sur les 650 mesures qui ont été prises en 2016, c'est-à-dire il y avait un forum sur les mêmes climats des affaires, et la FEC va constater qu'il n'y a que 20% de ces mesures qui ont commencé à être exécutées. Donc nous sentons bel et bien que entre la vision et l'action, nous devons être des hommes d'action. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même, j'ai lu dans les forums, il disait, au cours de ces travaux, nous allons évaluer les réformes qui ont été déjà initiées et pourquoi ils n'ont pas été appliqués. Puis nous allons proposer de nouvelles réformes pratiques pour faire avancer l'état du climat des affaires. Donc il est important que, au niveau de la culture nationale, nous puissions comprendre ces choses. Nous allons terminer par John Ngomba parce que tout ceci doit quand même concourir au bonheur des hommes. Et les hommes, c'est les sociales. Voilà. Oui, avant d'en arriver au social, j'ai repris quelques chiffres sur les sites internet du guichet unique, qui est, on va dire, les porte-étendards du climat des affaires. Très rapidement. Oui, en 2013, le guichet unique enregistre 713 entreprises dans société morale créées et puis 1089 entreprises, oui, donc on va dire des établissements. Alors, les points les plus culminants, c'était en 2015 où les guichets uniques enregistrent 1671 sociétés et 6862 établissements. Et en 2017, cette année, il y a eu une chute sérieuse parce qu'on est à 1017 sociétés créées et 2707, on va dire, établissements. Mais depuis 2010, il y a une batterie de mesures qui ont été prises, promulguées pour créer les cadres et permettre les investissements. Et on peut dire que à 50%, tout est bon. Le cadre est là. Mais l'autre 50%, c'est la politique. Et nous ne pouvons pas nous rendre compte combien de mal on fait au pays en faisant passer des messages négatifs. Parce que celui qui a l'argent à, je ne sais pas moi, New York ou où c'est, mais les réflexes aujourd'hui, c'est les réflexes nets. Il va sur Internet, il clique sur le Congo, et les éléments qu'il a ne les stimulent pas à venir investir. Donc nous devons comprendre cela aussi et prendre la nette mesure de notre responsabilité en tant que citoyens de ces pays. Bon, cela dit, ma contribution, ce que je voudrais suggérer ici, c'est un dialogue social sincère. Je sais que le gouvernement a la corde au cou, il n'est pas évident qu'il puisse se sortir de cette situation délicate. Mais il lui faut un dialogue sincère. Vraiment parler avec ces syndicalistes-là. Ils ne demandent souvent que
aucune parole qui puisse être tenue. Ils ont été la plupart du temps roulés dans la farine. Voilà pourquoi ils sont devenus échaudés. Mais alors si le gouvernement peut s'investir dans un dialogue social avec ces gens, ils sont suffisamment matures pour comprendre aussi ces mêmes réalités, quitte à ce que... Merci beaucoup, John Ngomba. Je crois qu'on a fini cette émission. Nous l'avons dédiée à la compréhension du climat des affaires, mais nous avons compris, peut-être à mon niveau, 3 choses. La première, c'est que nous ne pouvons pas aimer ce pays et en être fiers et en parler dans le monde entier et nous considérer comme des citoyens hors la loi qui ne payons pas l'impôt. Nous ne pouvons pas. C'est même indigne d'être citoyen congolais et de vivre dans ce pays sans se poser des questions. Quelle est ma part par rapport à l'État? Donc, il nous faut aider. Mais l'État lui-même, pour pouvoir recevoir mon impôt, doit s'organiser. Et aujourd'hui, avec les électoralistes, nous avons compris qu'il faut absolument arriver à l'identifiant fiscal. Jérôme en parle depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Il ne faut pas que ce soit une chanson. Hein, il faut qu'à un moment donné que Jérôme puisse dire « j'en parlais, maintenant c'est fait hein, ». C'est fait. Il faut quand même que nous puissions aussi nous écouter. Ce pays, il nous appartient à nous tous. Ça signifie que nous avons la responsabilité de l'intelligence et du partage. Et bien évidemment, il y a aussi la vérité des faits qui doit être partagée entre compatriotes, notamment ici sur le front social. La grève, elle est là. Elle est un droit constitutionnel, mais en même temps, il y a l'obligation de ne pas faire tomber le pays dans la désolation. Alors, que ceux qui ont le pouvoir de faire des promesses aillent faire des promesses avec la latitude de les tenir, de manière à ce que nous puissions tous avancer, les médecins à l'hôpital, les magistrats dans les tribunaux et les journalistes, évidemment, sur le plateau des télévisions. Nous, malheureusement, nous n'avons pas droit de grève, nous sommes toujours là. Payés ou pas, nous travaillons. Mesdames et messieurs, merci donc de votre attention. Nous ne pouvons que vous souhaiter d'avoir un très bon climat d'affaires, mais aussi un climat de fer. Ça signifie, autour de nous, soyons dans la paix et regardons nos hommes politiques avec l'œil patriotique. Au revoir et à la prochaine. Espace républicain.